Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre l'analyse avec mes camarades du CRC de la charte de l'environnement de 2004 incorporée à la Constitution française dans son préambule. Aujourd'hui, nous allons étudier plus particulièrement l'article 5 de ce pacte. Je te cède la parole, Christian, puisque je crois que c'est toi qui es en charge de cette analyse. Tout à fait. Alors, article 5 de la Charte de l'environnement dit ceci. Je vais le lire d'abord dans la continuité, puis on s'arrêtera sur chaque notion qu'il expose. Je la mets dans le chat en parallèle. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine dans l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Alors, cet article 5, il est l'article le plus important de la Charte de l'environnement, en ce sens que c'est celui qui a donné naissance, ou tout au moins qui est cité le plus couramment en termes de référence, lorsque on met en avant ce fameux principe de précaution. Disons, en termes raccourcis, mais à mon avis inexacts, l'article 5 définit le principe de précaution en matière environnementale. Voilà, c'est ce qu'on peut lire dans un lexique du Reader Digest, mais c'est inexact. Alors, pour amorcer, on va commencer par le commencement. Lorsque la réalisation d'un dommage, donc on a une première mise entre virgules, bien qu'incertaine dans l'état des connaissances scientifiques. Donc, on va parler, cet article 5 va parler d'un dommage, dommage à l'environnement, bien entendu, qui est incertain en l'état des connaissances scientifiques. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est quid des dommages qui sont certains? Alors, en l'état des connaissances scientifiques, je n'ai rien de particulier à dire sur cette expression. C'est une expression qui me paraît assez claire d'une part, bon, vous allez me dire si pour vous c'est pas clair, assez claire d'une part, et d'autre part, qui est nécessaire comme codicile à chaque mesure environnementale qu'on va proposer. C'est vrai qu'en l'état des connaissances scientifiques, si on se base sur des connaissances scientifiques qui n'existent pas, le droit qu'on va construire, à mon avis, n'est plus du droit. Donc, tout à fait d'accord avec le fait de dire en l'état des connaissances scientifiques. Mais la première remarque sur ces 6 lignes de l'article 5 que je ferai, c'est on va nous parler d'un dommage qui apparaît, en fonction des connaissances scientifiques actuelles, qui apparaît incertain. Alors, qu'est-ce qui se passe si un dommage est certain? C'est-à-dire que les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui, eh bien, nous donnent de manière automatique la certitude que lorsqu'on va effectuer une action donnée, cette action va créer un dommage. Voilà. Bon. C'est, à mon avis, une première carence qui nécessite comment on appelle ça, point de pénalité pour cet article 5, c'est que cet article 5 ne parle que des dommages qui sont putatifs et pas des dommages qui sont certains. Hein, voilà. Alors, bien que ce ne soit pas dans nos attributions, je suggérerais que cet article 5 dit lorsqu'il est évident qu'on va occasionner un dommage, il y a une sanction radicale et automatique qui s'applique, ou quelque chose dans ce genre-là. On pourrait construire une mesure juridique de ce type.
Bon. Donc là, on nous a parlé dans cet article 5, et ça paraît très important, que des dommages qui sont pas sûrs en l'état des connaissances scientifiques. Alors, ça c'est, disons, la qualité du dommage. Hein. De quelle qualité il est? C'est une qualité facile. Non, sa quantité. Sa quantité de dommage, c'est qu'il affecte de manière grave et irréversible l'environnement. Alors, une deuxième remarque en forme de critique bien entendu, c'est-à-dire que de manière grave et irréversible. C'est-à-dire que si ce dommage va affecter l'environnement putativement, hein, bon, de manière grave, mais en l'état des connaissances scientifiques actuelles, on pense que ce serait réversible, cet article 5 ne s'applique pas. Ça ne s'appliquerait pas. Si je fais fonctionner ma logique juridique, hein, et que je suis un acteur économique, et que j'engage une action vis-à-vis de l'environnement qui va effectivement, putativement, qu'il est possible que cette action déclenche un dommage grave, mais c'est un dommage qui va être réversible, je ne suis pas concerné par l'article 5, je fais ce que je veux. Voilà. Bon. Deuxième point de pénalité, parce que ça ouvre une porte énorme à une argumentation de celui qui va endommager l'environnement en disant oui, je l'endommage, mais c'est réversible. Voilà. Bon. Avec toute, évidemment, disons, la subjectivité qu'il peut y avoir dans le fait de dire c'est réversible. Et je dirais même, en plus de la subjectivité, l'histoire des connaissances scientifiques, ça s'applique là aussi au réversible. C'est-à-dire que je vais dire que c'est réversible parce que je sais scientifiquement que c'est réversible, ou je vais dire que c'est pas réversible, c'est irréversible parce que je suis sûr scientifiquement que c'est irréversible. Bon, là, ça va aussi créer une polémique. Alors, ensuite, donc le gendarme, c'est les autorités publiques. Les autorités publiques veillent, et alors là, on a une mise entre virgules, par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution. Alors, voyons ces deux locutions. Par application du principe de précaution. Alors voilà, ça c'est... on a déjà rencontré ce cas de figure hein, lors de nos analyses critiques des autres textes, des autres parties, textes du bloc constitutionnel. On nous met un principe sur la table. On ne nous dit pas par application d'un principe de précaution. On nous dit par application du principe de précaution. D'où ça vient ce principe de précaution? D'où vient-il? Quel est-il? Nulle part ailleurs, dans d'autres textes constitutionnels. Alors peut-être qu'il faudra regarder. Pardon, il faudra regarder dans les fameux PF, LRP, FF, là, les principes fondamentaux qui sont fabriqués par les 9 personnes du Conseil constitutionnel, si ils nous expliquent pas ce que c'est que le principe de précaution. Mais bon, a priori, moi je n'ai pas trouvé de définition du principe de précaution. On nous dit il y a un principe de précaution qui existe déjà, puisque c'est par application du principe de précaution. Voilà. Donc, par application d'un principe qu'on ne connaît pas. Et, premier point, donc là, un point de pénalité pour invocation d'un principe qui n'est pas défini. Et dans leur domaine d'attribution, là, on a une actualité dont j'ai parlé en début de réunion, qui est une activité qui concerne un autre groupe de réflexion, qui s'appelle Recours Constitution, qui fait des recours en Conseil d'État, en Conseil constitutionnel, et où nous sommes confrontés à les fameux domaines d'attribution. C'est pas moi, c'est pas mon domaine, non, c'est pas mon domaine, voilà, je regarde même pas ce que vous me dites, c'est pas mon domaine. Bon, alors, les domaines d'attribution, et qui sont quelque chose d'extrêmement important dans les litiges juridiques, parce que les différentes juridictions évacuent très souvent des objections pénibles ou des procès pénibles qu'on leur fait en disant c'est pas mon domaine d'attribution. Et bien les fameux domaines d'attribution, ils ne sont pas clairs dans la Constitution. Ils sont pas définis de façon claire. Hein.
La preuve, c'est que quand une juridiction nous dit c'est pas mon domaine d'attribution, elle ne nous dit pas de quelle autre juridiction relève la requête qu'on a faite ou le litige que nous avons créé. Tout simplement parce qu'elle ne le sait pas. Voilà. Donc, un point de pénalité sur les domaines d'attribution qui sont une boîte de Pandore de la Constitution et qui permettent aux différentes juridictions ou différentes autorités publiques, différents départements de l'État, de se défausser de leurs obligations, voire de faire des dénis de justice. Alors, il veille à quoi? Il veille à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques. Bon, alors là, on va accepter ça, je dirais, ça ne mange pas de pain. On va évoluer, on va faire des études, des enquêtes avec des experts qui vont évaluer les risques. Bon, ben ça, c'est très bien, très très bien. Je pense que c'est le seul endroit de l'article 5 qu'on peut souligner en disant ça, c'est bien. Et, alors là, c'est se gâte, et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées. Alors, mesures provisoires, pourquoi pas? Parce que c'est vrai qu'on n'est pas sûr, on nous a dit que c'était incertain. Voilà, donc mesures provisoires, j'ai pas de critique par rapport à ça. Par contre, proportionné. Alors, le mot proportionné ne veut strictement rien dire. Si on ne dit pas proportionné à quoi? Parce que, bon, pour ceux qui ont une petite connaissance basique en mathématiques, ce qui est le cas, je pense, de nous autres ici, eh bien, une proportion, ça va une proportion de quoi? Si on n'a pas la référence de la proportion, d'invoquer la proportionnalité, ça n'a strictement aucun sens. Alors, donc, mesure proportionnée, soit au mieux, ça ne veut rien dire, soit au pire, c'est l'arbitraire. Je fais une mesure très, très, très importante, voilà, ou pas importante, je fais ce que je veux. Alors, en fait, comme très souvent, la loi ordinaire, qui est en dessous en dessous du niveau constitutionnel, nous éclaire un petit peu là-dessus, sur cette histoire de proportionnalité. Nous en avons d'ailleurs parlé lors de la séance de la semaine dernière, en étudiant l'article 4. L'article 4 qui parlait de... Alors, je n'arrive pas à remonter là. C'était... La réparation des dommages qui ont été Voilà. causés par quelqu'un, par Voilà, une personne. voilà. Alors, lorsqu'on avait étudié cet article 4, qui, comme article 5, ne dit pas grand-chose, mais va permettre ensuite à la loi de dire voilà ce que j'écris, moi, le législateur, en me référant à la norme constitutionnelle. Et la proportion, eh bien, ça devient, il suffit de se référer à l'enregistrement de la semaine dernière, ça devient à un coût économiquement acceptable. C'est ça la proportion. C'est-à-dire qu'on va prendre des mesures, bon, pourvu que ça ne coûte pas trop cher, ou que le coût de ces mesures ne soit pas économiquement déficitaire par rapport à l'action qui a été engagée. Voilà. Donc, en fait, de ce point de vue-là, l'article 5 confirme l'article 4, à savoir que disons, tout est lié, tout est suspendu au fait que la mesure soit économiquement rentable, en quelque sorte, hein, et donc capitativement rentable, que si elle n'est pas rentable, la mesure de protection de l'environnement, si la mesure n'est pas rentable, bon, eh ben, donc, on ne la fait pas. Afin de parer à la réalisation du dommage. Alors, bon, là aussi, si on voulait ergoter jusqu'au bout, et finalement c'est notre objectif, parer à la réalisation du dommage, en termes de français de syntaxe française, ça ne veut pas dire grand-chose. Parer à la réalisation. Bon, parer à, disons, aux conséquences du dommage. Ou à l'occurrence du dommage. Non, alors soit on part à la conséquence du dommage, c'est-à-dire qu'il va y avoir un dommage avec des conséquences, et puis on va parer les conséquences, on va vite les réparer.
soit on empêche la réalisation. Vous savez, bon, il faut parler clairement. C'est parer à la réalisation, c'est un terme emphatique, hein, qui a pour objectif, à mon avis, de faire que on va pouvoir dire que parer à la réalisation du match, c'est pas forcément interdire son début d'exécution de l'action qui est putativement, possiblement génératrice de dommages. Voilà. Donc, c'est une rédaction qui est une rédaction qui n'est pas juridique, ça paraît à la réalisation de dommages, c'est pas juridique. Ce qui est juridique, c'est afin d'empêcher l'action susceptible de réaliser le dommage. Soit on dit afin de réparer immédiatement les dommages que l'action en question a générés, soit on dit afin d'empêcher le déclenchement de l'action dont les fameuses études, dont l'étude d'évaluation des risques, l'étude d'évaluation des risques a dit oh là là, il y a des risques, donc on empêche l'action de se faire. Donc voilà, voilà ce que ça donne en termes, et j'ai donné également les points de pénalité à chaque endroit de cet article 5. Merci beaucoup Christian de cette analyse. Est-ce que tu veux réagir en premier ou tu préfères que je le fasse, Jean-Charles? Écoute, je vais y aller. Allez. Bon, j'ai pas énormément de choses à dire parce que Christian a quand même fouillé un petit peu partout toutes les réflexions qu'on pouvait faire de cet article qui, comme on l'a vu dans les précédents articles et même dans le préambule de cette charte, est d'une faiblesse rédactionnelle, faiblesse d'esprit même. C'est pas clair. Alors, il y a quelque chose, et d'ailleurs, Christian l'a abordé sur la fin autour de la notion de réalisation du dommage. Réalisation du dommage me turlupine depuis le début, dès la première ligne, on parle de réalisation du dommage. Ça me turlupine depuis le départ et je pensais que Christian allait en faire un commentaire, mais bon, voilà. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine, donc en fait, ce n'est pas le dommage qui est incertain, c'est la réalisation. Donc au niveau de la rédaction, on devrait donc se focaliser sur la réalisation. Au lieu d'écrire lorsqu'un dommage se produit et en tirer des conclusions et réagir par rapport à la production du dommage, à l'événement du dommage, on se focalise sur la réalisation. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, la réalisation? Est-ce que c'est le moment où, donc une fois que le dommage est effectué, voilà, c'est trop tard. Enfin, il y a plein de questions. La réalisation d'un dommage, elle a un auteur. Donc là, ça voudrait donc dire focaliser l'article sur l'auteur du dommage plutôt que sur le dommage lui-même. Cela dit, pourquoi pas? Mais c'est pas clair non plus. Donc tout ce qui en découle au niveau de, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, enfin tout ça, ça devient, on ne sait plus à quoi s'adresse. Sur quoi se focalise cet article? Réalisation du dommage. Voilà, donc c'est le commentaire, disons, additionnel autour de l'incertitude, de la mauvaise rédaction. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Autrement, au niveau de la petite documentation que je peux avoir dans ma tête, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de ces choses-là, on devrait rappeler que à l'occasion de Lubrizol, donc le dommage dramatique de Rouen, on avait vu donc
comment dire, une usine et son dépôt voisin tout aussi polluant s'embraser et polluer toute une région. Et à l'occasion de cette affaire, on avait vu à quel point on avait eu à peu près des dispositions rigoureuses sur les sites Seveso. Vous vous souvenez de cette histoire, hein, le Seveso, c'est donc l'usine en Italie qui a produit une catastrophe sanitaire terrible et dont était sortie en réaction une loi de précaution, etc. Et donc, il y avait pas mal de dispositions en place. Et pour vous raconter juste la petite histoire, c'est que en juin 2018, alors qu'il y avait des tas de précautions, des évaluations environnementales, des agents spécialisés, des agences d'État spécialisées pour visiter ces sites, vérifier au niveau de l'entretien, mais aussi au niveau de l'édification de ces sites, des évaluations préalables. Et là, on voit qu'en juin 2018, le gouvernement Macron publie un décret qui réduit le périmètre des projets soumis à évaluation environnementale. Donc, c'est l'évaluation des installations Seveso. Et grosso modo, cette loi, et donc en août 2018, la loi ESSOC, simplification des formalités administratives, cette loi retire la compétence de l'examen à l'autorité environnementale indépendante, c'est-à-dire il y avait des autorités indépendantes, et la confie au préfet. Et c'est le préfet qui, lorsque le projet consiste en une modification des installations et non en une création, c'est-à-dire que voilà, ils se partagent les trucs. Il y a des moments de création, des moments de modification des installations, etc. C'est bien qu'on peut proposer un projet qui passe au départ et puis 3 mois plus tard faire une modification et là ne s'en remettre qu'au préfet. Donc voilà, c'est pour vous dire que les gabegies d'un point de vue des dommages industriels ou environnementaux, voilà. Et c'est l'exploration de ce détricotage de la loi ESSOC qui est quand même assez impressionnant. Voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est une petite histoire qui n'est pas directement en référence, mais on voit que l'application de l'article 5, et justement on parlait des domaines d'attribution, du principe de précaution et des domaines d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques. Voilà, c'est ça dont parle la loi ESSOC et c'est de ça c'est ce qui a été détricoté au début de l'ère Macron. Voilà, je vais arrêter là parce que c'est un peu une improvisation au niveau du commentaire. Essentiellement, donc, j'achoppe sur réalisation d'un dommage et je fais un commentaire sur le détricotage de la procédure d'évaluation des risques. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Bon, ben, je vais rebondir tout de suite sur cette question, sur le mot de réalisation, effectivement. Ce mot pose réellement problème, puisque en termes de risque, de gestion des risques, il m'est arrivé d'en faire un petit peu dans des projets informatiques. On parle d'occurrence du risque. C'est-à-dire quand le risque devient une réalité, se réalise, on parle d'occurrence du risque. Parce que réalisation, c'est un terme qu'on utilise lorsqu'on fait une œuvre. On a un but, on a une conception qui se réalise au travers d'une œuvre. Une action volontaire dans cette direction. Or que pour un risque, on ne parle pas de ça, on parle d'occurrence du risque. Le risque survient ou il ne survient pas. Donc je pense qu'effectivement, là, le législateur a vraiment pas utilisé le mot adéquat pour ce qu'il veut dire. Même si on comprend ce qu'il veut dire, c'est pas du tout le mot adapté pour ça. Outre cela, donc je vais commencer par la fin, c'est pas très gênant, puisqu'on parlait de réalisation qu'on trouve au début et à la fin de l'article. Effectivement, en cas d'occurrence du risque, il aurait été préférable de dire, c'est en cas d'occurrence du risque, en gros, hein, il faut prendre des mesures
ou pour prévenir l'occurrence du risque, soit justement empêcher que le risque puisse arriver, donc empêcher l'occurrence, donc ne pas faire l'action X qui pourrait avoir la conséquence Y en termes de dommages, ou bien à ce moment-là dire s'il y a occurrence et qu'on accepte donc le risque et qu'on accepte la potentialité d'une occurrence, eh bien de pareil à ces conséquences comme l'a bien dit Christian. Mais c'est cette alternative-là qui doit découler de l'évaluation des risques, justement. Alors là, c'est pas du tout exposé de cette façon qui aurait été beaucoup plus claire. Alors je fais dans le sens inverse, bon peu importe, hein, je remonte mes notes. Tu n'as pas justement, tu as parlé tu n'as pas à choper, je dirais, sur le mot provisoire. Donc je vais essayer de voilà, des mesures provisoires et proportionnées. Si le risque est durable, je vois pas pourquoi les mesures seraient provisoires. Tu vois ce que je veux dire? Tant qu'il y a le fait générateur possible de cette occurrence du risque, eh bien, elle doit durer au moins autant que cette potentialité d'occurrence. Donc, provisoire, ouais, je sais pas. Je vois pas pourquoi, à la limite, pourquoi il y a provisoire. Alors là, je vais reprendre au début, par contre. Tu dis, quid du certain, hein? Je rappelle l'article. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, donc c'est cette incertitude. En cas des cas certains, je dirais, bon là je défends un peu le texte, hein, faire aussi avocat dans les deux sens, c'est qu'en fait tous les autres articles, on pourrait dire, en particulier l'article 4, traitent les cas où justement le risque n'est pas incertain. Donc quelque part, on pourrait dire, bon, les autres articles traitent des dommages certains, or que cela, c'est le cas où on traite des cas incertains. Donc, bon, peut-être là, c'est peut-être, moi, je serais moins sévère que toi, en l'occurrence, pour cela, Christian. Alors, sur le fait du principe de précaution, tu dis, ce principe n'est énoncé nulle part. En fait, c'est la velléité de cet article, c'est de dénoncer ce principe de précaution. Mais à ce moment-là, il devrait être tourné dans ce sens-là, en disant l'article 5, le principe de précaution est de point, ouvrez les guillemets, ou je ne sais quoi. Voilà. Et il devrait, je pense que c'est là. En fait, il est auto-référent, mais du coup, il est mal rédigé, puisque il le fait comme si c'était extérieur, comme si ce principe était extérieur, alors quand là, quelque part, il est en train de le définir. Donc, c'est effectivement une rédaction complètement bizarre, on peut dire, pour le moins. Dernier élément, et peut-être sans doute le plus important et le plus intéressant, je dirais, pour nos travaux du Cercle du renouvellement constitutionnel, et des consignes, des conseils que l'on peut émettre à destination des constituants, c'est que justement sur ces domaines d'attribution, puisque effectivement il va y avoir des entités administratives qui vont être des branches de l'État, qui vont être en charge de tel périmètre ou de tel autre périmètre, eh bien, il faudrait, tu l'as très bien noté, Christian, il faudrait spécifier dans la Constitution que dans l'éventualité où aucun domaine, aucune institution de l'État ou de la République ne serait en charge d'un problème, d'une question, hein,
qui surgirait, eh bien, elle revient, par exemple, elle retombe dans l'escarcelle, par exemple, du gouvernement, ou voilà, enfin, au moins d'une institution existante, qui est un peu un ramasse-miettes, là, qui fasse que, dans la Constitution, on dit, si personne ne l'a prévu, ben, c'est telle institution qui est en charge de le gérer. Tout ce qui est un peu, ça pourrait être le gouvernement, par exemple. Mais ça me semble important peut-être de le préciser dans la Constitution, effectivement. Voilà pour ce que j'avais à dire. Christian, est-ce que tu souhaites ajouter une conclusion? Oui. Et des réponses, peut-être à nos remarques. Oui, oui, oui. L'un des reproches principaux que je ferai à cet article 5, en plus de tout ce qu'on vient de dire, c'est que cette affaire de syntaxe approximative, la réalisation d'un dommage sur lequel on a chopé les uns et les autres, elle a pour conséquence regrettable d'établir dans le grand public une confusion entre deux principes, c'est le principe de précaution et le principe pollueur-payeur. Le principe de précaution, il est introduit par l'article 5, mal introduit, on l'a dit. On va dire, voilà, l'article 5, c'est la définition du principe de précaution. Alors qu'au contraire, l'article 5 dit j'existe parce que j'applique le principe de précaution. Donc, tu as parlé d'autoréférence. Bon, voilà. Il y a une conséquence plus grave, c'est que dans l'esprit du grand public, principe de précaution et principe pollueur-payeur, ça a tendance à confondre. Et quand on lit la charte de l'environnement, ça confond aussi. C'est-à-dire qu'on sait qu'est-ce qu'elle fait. Quel est l'objectif de cette charte de l'environnement? Est-ce que c'est d'empêcher que les choses se fassent, ou est-ce que c'est de faire payer ceux qui font des choses malsaines? Et ça, les gens ne savent pas si le principe de précaution, c'est interdire ou c'est faire payer. Voilà. En plus, avec les bons carbone et tout ça, bon, il y a une méli-mélo dans l'esprit des gens qui est nourrie, qui est alimentée par cette rédaction approximative de la charte de l'environnement. Concernant ce que tu as dit, Luc, pour cette affaire de provisoire, moi j'ai une perception un petit peu différente, c'est vrai. Je pense que dans certains cas, les mesures peuvent être provisoires, mais enfin bon, je ne voudrais pas polémiquer trop là-dessus. Par contre, sur l'histoire d'un certain, là je reste campé sur mes deux bottes. Lorsque tu dis que l'article 5, il parle des dommages putatifs, alors que les autres, il parle des dommages... non, je viens de relire justement. Non, les autres, ils parlent du pollueur-payeur. Ils disent, faut faire attention, ne pas faire, et puis celui qui fait, il doit réparer ou il doit payer. Bon, à aucun moment, et on l'a dit d'ailleurs, il suffit de réécouter les enregistrements, à aucun moment la charte de l'environnement est gendarme de ce point de vue-là. À aucun moment elle ne dit attention, si vous faites ça, il y a une sanction qui s'applique. Ou bien c'est interdit de faire ça. Voilà. Alors, cette histoire de interdire de faire, elle devrait être justement dans cet article 5, et elle ne l'est pas, parce que le principe de précaution, ça doit déboucher un vrai principe sur l'interdiction de faire. Nous avons fait l'étude, nous pensons dans l'état des connaissances actuelles scientifiques qu'il va y avoir un dégât grave, irréversible, donc on vous interdit de faire. Alors on dit de le faire autrement. Bon. Et c'est cette coercition qui n'apparaît absolument pas dans l'article 5 et qui est masquée par cette histoire de réalisation du dommage. Ce n'est pas une question de réalisation du dommage, c'est une question de faire l'action ou pas. On ne parle pas de l'action, on parle d'un dommage. Il faut parler d'une action qui va faire un dommage. Voilà. Je terminerai sur, disons, un argument supplémentaire qui me semble clore la chose, c'est que la Commission européenne a été saisie notamment par
plusieurs associations, dont le collectif L'Affaire du siècle, pour reconnaître le crime d'écocide. Ah, nous y voilà. Nous y voilà. Une charte de l'environnement, elle doit dire attention, on va criminaliser certaines actions. Et là, on parle d'action, on ne parle pas de dommages putatifs. Non, on parle d'une action, hein, qui est interdite. Voilà. Et on crée, on a parlé de. Ah, j'ai oublié le mot. On a parlé d'un recours de contingent, quelque chose qui pénalise. Je ne retrouve pas le mot. Donc, une pénalisation, voilà, une pénalisation de l'atteinte, hein, du dommage, la réalisation du dommage, que ça devienne pénal, et donc l'écocide, voilà, qui normalement devrait être la conséquence logique de cet article 5 et qui malheureusement reste un ectoplasme que différentes associations essayent de donner corps vers des recours juridiques qui sont actuellement en cours, mais qui n'aboutiront certainement pas. Je voudrais juste, à l'occasion de tout ce qu'on vient de dire, il apparaît donc, comme dit Luc, que cet article voulait peut-être parler de principe de précaution et de le définir en soi, mais en fait, j'avance et je recule, puisqu'en fait, il parle d'incertitude en l'état des connaissances scientifiques. C'est-à-dire, à la fois, ils avancent un principe de précaution, mais ils font une réserve préalable, comme quoi ce principe de précaution peut, par essence, se tromper, ne pas être valable, parce qu'il doit aussi regarder l'incertitude en l'état des connaissances scientifiques. C'est-à-dire qu'on avance et on recule à la fois. C'est dur en même temps, quoi. Voilà, c'est ce qui m'apparaît à la fin de notre discussion sur cet article. Ouais. Non, pas vraiment. Enfin, juste un mot. Je suis un peu réservé. Parce que il dit au contraire que même si en l'état des connaissances scientifiques, bon, le dommage il est incertain, bon, eh ben on prend pas de risque. Voilà. Donc pour l'écocide c'est pareil. On n'a jamais la preuve absolue qu'il va se passer quelque chose. Mais si l'étude d'impact et si dit bon, il y a comme le GIEC, hein, 80% de chances que, etc., on ne fait pas. Ou plutôt, on pénalise. D'accord. Oui, on ne fait pas et on pénalise si c'est quand même fait. Malgré l'interdiction. Ok. Autre chose? Non, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Eh bien, merci beaucoup, messieurs.